Disney, c'est une compagnie qui produit des films, des séries, des jouets et qui globalement a su nous faire accepter qu'elle traînait notre enfance et notre nostalgie par les burnes. Si à l'origine une simple compagnie de production cinématographique, ils sont aujourd'hui connus pour deux choses majeures qui gangrènent l'industrie du cinéma: les polémiques débiles et les remakes inutiles. Mélangeant ces deux notions, on s'intéresse aujourd'hui aux classiques d'animation Disney, cette playlist dont j'ai déjà parlé très souvent, qui a su bercer notre enfance, et on se pose une question: pourquoi les remakes en live action? Une compagnie qui est connue pour être la référence en termes d'animation, qui prend leurs produits et les refait en prise de vue réelle. Sur papier, ça sonne comme la pire idée qui puisse exister. Mais Disney n'a pas bâti un empire de plusieurs milliards de dollars en enchaînant les mauvaises idées créatives. Bon, ok, ça c'est un mauvais exemple. Vous vous rappelez sûrement, si vous êtes un inconditionnel de la chaîne, de cette vidéo où j'expose le côté obscur de Disney avec les magouilles qui se passent en arrière-plan. Eh bien, aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir un autre complot organisé par Mickey Mouse. En plus, avec toute la polémique que chaque Disney live-action ramasse entre changement d'ethnie chez les acteurs dénaturisant l'œuvre originale, on est en droit d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des exécutifs de chez Disney quand ils décident de faire un remake en prise de vue réelle. Eh bien, si je vous disais que dans cette vidéo, non seulement on va montrer que de faire des films moyens, Disney, ça leur profite, mais en plus que ça a à voir avec votre outil préféré pour savoir si un film est digne de votre temps ou non, Rotten Tomatoes. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous montre comment les studios Disney ont réussi à péter l'algorithme du cinéma. L'histoire des remakes. Retournons aux sources, voulez-vous bien? Le background de Disney, entre polémiques et projets douteux, c'est quelque chose de tellement vaste qu'on pourrait avoir une deuxième chaîne là-dessus. Malheureusement, il va vous falloir vous contenter de celle-ci, soyez donc sûr de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un like et un commentaire, merci d'avance. Alors tout commence en 1994 avec le remake en live-action du Livre de la Jungle, film que vous avez tous oublié. J'ai dit tous. Faites pas genre qu'il traîne chez vous et que vous vous dites que vous allez le regarder la semaine prochaine ou celle d'après, on sait tous que ça fait déjà 5 ans. Le film a rapporté 70 millions au box-office pour un budget de presque 3 fois plus bas, donc oui, c'est un succès. Il plaît aux critiques, mais l'audience est assez déçue. Je sais qu'on n'avait pas Rotten Tomatoes en 94, c'est une blague. S'ensuit alors les 101 et 102 Dalmatiens, puis Peter Pan en 2003, qui n'est pas vraiment un remake Disney puisqu'il s'inspire avant tout de l'œuvre originale de Peter Pan ou Le garçon qui ne voulait pas grandir. Donc oui, ici à la base, on commence à voir un pattern quand même très intéressant. Les œuvres qui ont droit à un remake en live action, ce sont avant tout des films qui ne sont pas mauvais, qui sont même très appréciés, mais qui ont vieilli pour les faire découvrir à une nouvelle génération. S'ensuit alors Alice au Pays des Merveilles, réalisé par Tim Burton. Et là, c'est ici que les emmerdes commencent. La naissance des remakes. Si le film n'a pas convaincu les critiques ni le public, il a quand même fait du bruit qui lui a permis de ramasser $1 milliard au box-office, et c'est avec ce $1 milliard que le principe de refaire les Disney va vraiment commencer. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à ce point-là, les remakes en live-action, c'était simplement des trucs qui arrivaient, mais il n'y avait pas de vrais gros projets derrière. Mais avec Alice au Pays des Merveilles, c'est le moment où le fait de refaire des films d'animation en live-action va devenir un concept chez Disney. Un peu comme faire des films d'animation et les intégrer à leur playlist de classiques d'animation est un concept. C'est aussi ici que le langage populaire va intégrer les mots IP recycling, littéralement recyclage de propriété intellectuelle. Et au début, on a un demi-espoir créatif, pensez ce que vous voulez, mais refaire Fantasia en mode héroïque fantasy, c'est une super idée sur papier. Oui, l'apprenti sorcier est au moins partiellement inspiré de Fantasia. Désolé si je vous apprends quelque chose. Le Fantasia de 1940 est un chef-d'œuvre et probablement un des films les plus importants de l'histoire de l'animation. On parle de l'âge d'or des studios Disney. Vient ensuite Maléfique et Cendrillon, des films vieux de plus d'un demi-siècle prêts à être réintroduits à une nouvelle génération, jusqu'en 2017. Si vous êtes comme moi et que vous avez vu la nouvelle il y a maintenant 6 ans, vous êtes probablement demandé pourquoi Disney sentait le besoin de rebooter La Belle et la Bête, film qui à l'époque n'avait pas encore 30 ans et surtout avait très bien vieilli. On parle d'un film qui encore aujourd'hui est très pertinent. C'est le film qui est responsable de la création de la catégorie meilleur film d'animation aux Oscars. Dans les faits, c'est surtout du snobisme de la part de l'Académie pour éviter que l'animation et le live-action viennent se mélanger. Mais c'est quand même un gage de qualité. Donc La Belle et la Bête, c'est un bon film d'animation, très reconnaissable, encore très pertinent, très rattaché à Disney, à leur iconographie, qui a simplement changé l'histoire du cinéma telle qu'on la connaît. Un remake, c'était pas utile. Et je parle même pas du futur remake de Moana qui arrive, un film qui a même pas 10 ans, non mais sérieusement. Salut tout le monde, petit erratum, en montant je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié le remake de Tarzan sorti en 2016. Mais le fait étant qu'en plus ce remake, il arrive à un point où Disney est assez bas, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais que c'est quand même un succès.
Succès qui rapportera pas énormément d'argent à la compagnie, mais qui fera de très bons scores au box-office. Donc encore une fois, le remake était inutile. Maintenant, tu prends tout ce que je viens de dire, tu l'appliques à Aladdin, le Roi Lion, Mulan, la Petite Sirène, et tu te rends compte de quelque chose. Les dîners refaits en prise de vue réelle aujourd'hui, c'est plus une question de refaire découvrir une histoire classique à un nouveau public. Pas non plus ceux qui sont arrivés à une mauvaise époque chez Disney, qui sont des chefs-d'œuvre sous-cotés et qui mériteraient ce genre de traitement. Mais ça, c'est une autre vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est ceux qui sont encore d'actualité, ceux qui ramassent encore des critiques et des discussions en ligne, et donc qui amèneront le remake au sommet du box-office. Le problème est dans le concept pur de ces remakes. Animation et live action. Alors avant qu'on commence à dire quoi que ce soit, il existe des moments dans l'histoire du cinéma qui devaient être en prise de vue réelle. Je pense par exemple à la fin de Spider-Man No Way Home. Si une scène réussit à trouver grâce à mes yeux, c'est bien ce moment de Tobey Maguire empêchant Tom Holland de prendre sa revanche sur l'homme qui lui a pris sa famille. Cette scène a besoin d'être jouée par Tobey et Tom parce qu'on a le background des deux Spider-Man, on connaît leurs responsabilités et juste avec ce regard, on comprend tout ce qu'ils veulent dire. On voit que Tobey Maguire comprend la colère de Tom Holland, mais qu'être Spider-Man, c'est de prendre les coups et de ne pas abuser de son pouvoir pour la vengeance ou le gain personnel. Oui, j'ai fait un compliment à No Way Home, profitez-en, c'est rare que ça arrive. Mais si c'est vrai pour l'un, c'est que c'est aussi vrai pour l'autre. Si certaines scènes sont faites pour être faites en live action, d'autres ont besoin d'être animées. Je pense par exemple à Aladdin, aux scènes de poursuite qui essayent d'émuler l'œuvre originale. Seul problème étant, les remakes Disney, l'innovation, ça n'a jamais été leur fort. Ils essayent de refaire l'œuvre originale sans réelle prise de risque. Et quand on prend une scène qui a été écrite pour être animée de façon cartoonesque, avec des vitesses variables, des mouvements improbables et des distorsions du corps, des formes de l'environnement, etc., et qu'on l'adapte en live action sans vraiment comprendre c'est quoi la différence entre les deux médiums, le résultat est ridicule et pathétique. Genre là, arrête de danser sur les murs, laisse-toi tomber par terre et commence à courir. C'est une chute de 1,20 m et t'as des gardes qui te courent après pour te trancher la tête. Dum-dum. Du côté chara-design, c'est aussi un gros problème. Les personnages en animation, selon moi, restent plus facilement dans les mémoires que les personnages en live-action parce qu'ils sont bâtis depuis rien en termes de chara-design pour s'ancrer dans l'esprit du public. Jafar, par exemple, il est grand et maigre, plus qu'un humain normal en santé ne devrait l'être. Il se déplace comme un reptile, ce qui écho à sa forme finale de serpent. Versus certains personnages en live-action qui, oui, peuvent être magnifiques et avoir une iconographie parfaite, comme Jack Sparrow. Mais le fait étant que les personnages en prise de vue réelle sont plus souvent qu'autrement portés par leurs acteurs, par la réalisation, par la performance que par le chara-design. Donc tu compares le Jafar en animation au Jafar live-action qui, en plus de ne pas avoir cette esthétique reptilienne parce que c'est impossible pour un humain normal, est joué par Marwan, beau gosse, j'ai envie de te faire un gros câlin, Kenzari. Un bon exemple, c'est les super-héros modernes qui changent de costume d'un film à l'autre, mais c'est correct parce qu'on aime leur belle petite gueule à 10 millions de dollars. Pourquoi? Parce que ces personnages sont pensés pour évoluer d'un film à l'autre, comme le ferait un humain normal, là où les personnages animés peuvent rester sur un status quo parce que ce sont des dessins sur une planche et des fichiers dans un ordinateur. Les gens vont penser que je déteste le remake de Aladdin, mais c'est surtout vrai pour les films comme Le Roi Lion, en fait. Par exemple, la scène avec les gnous qui va coûter la vie à Mufasa dans l'œuvre originale, elle fait peur. Les animaux ressemblent à une grosse marée noire sur le point d'engloutir Simba. Versus la scène en live action où c'est très compliqué de penser que Simba ne peut pas survivre en évitant les gnous avec une certaine facilité. Donc si faire des remakes live action de films pensés pour être animés à la base ça marche pas, pourquoi est-ce que Disney s'acharne? Littéralement, pourquoi Disney s'acharne? Chaque fois qu'un nouveau remake live action sort, même à chaque fois que la nouvelle d'un nouveau projet sur un remake live action sort, il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de vidéos et articles qui démontrent pourquoi c'est une mauvaise idée. Elles donnent essentiellement tout le même point, à savoir Disney n'a absolument aucune créativité en live action pour ses classiques d'animation, dénaturent l'œuvre originale et ils font choix polémiques par-dessus choix polémiques. Ça leur donne une grosse image de compagnie mercantile qui en ont mais rien à torcher de leur art. Alors pourquoi continuer? Ils continuent parce que ça marche. Et ça marche à cause des sites de critiques comme Rotten Tomatoes. La publicité critique. Rotten Tomatoes, c'est un site dont je suis prêt à parier qu'une bonne partie d'entre vous ignore le fonctionnement réel. Voici ce qu'il en est. Rotten Tomatoes regroupe deux factions, les critiques et le public. Le public, c'est les gens lambda qui vont voir des films pour relaxer un jeudi soir par exemple. Les critiques, en contrepartie, ce sont des gens plus spécialisés dans le monde du cinéma. Ils connaissent réellement le métier et passent par les journaux, par les vidéos internet, par les podcasts et par les grosses productions pour dire ce qu'ils pensent du produit auquel ils sont présentés. On demande à la personne critique, au public qui est
réévalue le film de mettre une note sur 5 étoiles, la note de passage étant de 3,5 étoiles sur 5. Si 60% des membres d'une faction pensent que le film mérite 3,5 ou plus, le film passera donc à 60% d'approbation. Traduction, un film à 100% d'approbation peut techniquement être moyen. Ça se peut que 100% des critiques aient mis une note de passage à peine. Et si vous avez déjà utilisé Rotten Tomatoes et que vous êtes allé dans la section critique où les gens donnent des avis personnels sur le film, vous avez déjà sûrement lu un témoignage en vous disant que vous n'avez juste pas vu le même film que la personne. Ensuite, vous regardez les scores et si un film, par exemple, a un mauvais score d'audience et un bon score de critique, vous allez confirmer votre opinion basée sur celui qui est le plus proche de votre avis. Ça marche comme ça parce que Rotten Tomatoes, son système est brisé. Et les gens d'Hollywood qui ont brisé ce système, ils veulent pas que ça s'arrange. Comment est-ce que c'est possible d'avoir un film avec des différences aussi énormes que Venom, avec 50% d'avis divergents? C'est parce que majoritairement parlant, ce que les critiques cherchent en allant voir un film, c'est du jamais vu, c'est de l'innovation, c'est du nouveau. Bah oui, forcément, quand on travaille, c'est littéralement de regarder des films, te faire servir le même produit en boucle et en boucle, c'est décevant et chiant. Versus l'audience lambda qui recherche plus son petit shoot de dopamine à être assis dans une salle pendant 2 heures, il recherche le confort parce qu'il travaille le lendemain matin à 6 heures. Ça explique comment des films comme The Last Jedi peuvent avoir des différences aussi énormes que 91% d'approbation de critiques et 42% d'approbation du public. Vous pensez ce que vous voulez sur The Last Jedi, mais vous pouvez pas me dire que ça ou ça, ce sont pas des scènes magnifiques en termes de plan de caméra, de lumière et de composition. Il y a donc 4 cas de figure possibles. Les films universalement détestés, les films universalement aimés, les films succès critique et les films succès public. On croirait que c'est plus profitable pour une œuvre d'avoir un succès critique et public et que n'importe lequel des autres cas peut faire mal à l'œuvre. Mais dans les faits, un avis divergent, c'est souvent beaucoup plus profitable que n'importe quoi d'autre. Si les critiques aiment le film mais que le public est déçu, les studios et le marketing peuvent jouer la carte de la cinématographie et du pas de géant dans le monde du cinéma moderne, en disant que le film est une innovation, qu'il redéfinit des codes et qu'il est même en avance sur son temps. Si seulement le public apprécie le film et qu'il déçoit les critiques, la team marketing, en revanche, peut jouer la carte du fait que c'est un film produit pour le spectateur lambda qui ne veut pas se prendre la tête et qui cherche juste à se poser pendant 2 heures devant un film. Ils vont donner des arguments comme c'est un bon retour aux sources, c'est un bon divertissement, un bon film pour toute la famille, etc. Mais ce qui est important pour la team de marketing, c'est d'ouvrir l'éternel débat entre la critique et l'audience. Pourquoi? Parce que des films qui ont des énormes écarts de review comme La Petite Sirène, eh bien ça ouvre des débats sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est de la publicité gratuite. Dans cette optique, même des films ayant des reviews catastrophiques comme Le Roi Lion de 2019, eh bien la mauvaise publicité, ça existe juste pas. On parle d'un film qui a su récolter un écart de 33% entre les critiques et l'audience, devenant le 2e plus grand succès de l'année 2019, seulement surpassé par Avengers Endgame. Et quand ton seul compétiteur, c'est littéralement un film qui est attendu depuis 11 ans, qui est devenu le plus grand succès cinématographique de tous les temps, qui a eu un marketing de malade, et qu'en plus vous êtes produit par la même compagnie, c'est bon, je pense que t'as gagné. Et le pattern chez Disney se répète. Aladdin, qui a un énorme écart entre les reviews, va apporter $1 milliard au box-office. C'est d'autant plus impressionnant quand on voit que le Livre à la jungle de 2016, littéralement le remake live-action de Disney à avoir reçu les plus hautes notes sur Rotten Tomatoes, n'a pas passé cette fameuse barre du milliard. En conclusion donc, pourquoi Disney continue ces remakes? C'est parce que leur qualité n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'on parle de si oui ou non ils font de la qualité. Faire des choix polémiques, forcer les gens à râler sur Internet, retirer des passages importants de l'œuvre originale pour que les gens s'y indignent. Avec Disney, on produit des films en prise de vue réelle qui sont écrits pour être en animation. On fait des choix qui vont diviser la foule, les forçant à en parler et donc à faire de la publicité gratuite. Ce qui va entacher l'œuvre, bien entendu, mais surtout ce qui va la faire trender sur les réseaux sociaux. Oui, encore une fois, Twitter est l'épée de Damoclès au-dessus du grand royaume de la pop culture. Vous vous souvenez quand Will Smith est apparu avec une couleur normale pour son génie dans Aladdin et que Disney est descendu du ciel comme un héros pour assurer que oui, le génie allait bien être bleu à la sortie cinéma? Eh bien, c'est ce genre d'action qui nourrit l'algorithme. La publicité en ligne qui fait trender certains sujets permettant à Disney de recycler en boucle leurs propriétés intellectuelles pour
Toujours essentiellement. On vit dans une époque où faire un film moyen est plus profitable que de faire un bon film. Et ça, Disney, ils l'ont compris. C'est donc au public que revient le pouvoir. Le pouvoir d'avoir un meilleur esprit critique, le pouvoir de voir les choses comme elles le sont, le pouvoir d'apprécier les choses comme elles le sont. Je ne veux pas descendre ou attaquer les gens qui aiment les remakes live-action de Disney. Personnellement, je les trouve tous assez chiants. Sauf Christopher Robin, il a réussi à me gagner, je sais pas pourquoi. En bout de ligne, vous aimez ce que vous voulez, c'est tant mieux pour vous. Je vous invite donc à partager votre opinion sur la chose comme moi, je viens de le faire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour voir une autre théorie du complot sur Disney. Dites-moi en commentaire de quel autre sujet vous aimeriez que l'on traite et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.